Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Nous allons commencer maintenant, et ce avec une petite présentation. Ensuite, il y aura différentes interventions, et je vais commencer en parlant donc de cette étape qui est cruciale, qui est assez sensible en ces temps modernes depuis donc octobre, la région qui vit ce génocide sur Gaza, la guerre au Liban depuis 2024 jusqu'à cette guerre ouverte que connaît aujourd'hui le Liban et puis toute la région. Et en ces temps-là, avec cette attaque américano-sioniste, avec les pressions politiques, militaires et puis économiques, nos populations font face à un paysage fortement sombre et obscur. La guerre ne vise pas uniquement donc les guerriers ou bien les militaires, mais elle prend et elle touche les maisons, les villas, les hôpitaux, les centres hospitaliers, les écoles, les universités, les enfants, les équipes médicales, l'infrastructure sociale, économique. Ce n'est pas simplement peupler et coloniser la terre, mais effacer, annihiler la population, la société, tuer sa résilience, sa résistance et puis la survie tout simplement. Face à ce génocide, face à cette catastrophe, plusieurs questions se posent. Sommes-nous face à une tentative du génocide même de la résistance et de la notion de résistance et pas seulement cibler des pouvoirs militaires ou bien des pouvoirs politiques? Est-ce que ce projet sioniste américain vise-t-il à tuer toute lutte et ce en faisant que l'entité sioniste soit le vainqueur ultime? Est-ce que c'est le chaos total qu'ils veulent avec ce qui a touché Gaza, le Liban, des sociétés qui n'ont plus de maisons, qui n'ont plus d'écoles, d'universités? D'hôpitaux, comment peuvent-ils se reconstruire? En contrepartie, nous voyons la région qui connaît une nouvelle ère de diplomatie faite de pression, d'accords, de conventions ponctuelles. C'est une diplomatie qui semble quelque part être en rapport avec les intérêts américains, ceux de l'administration américaine, du renseignement américain, et ceux en relation étroite avec l'entité sioniste. Est-ce que le Liban, est-ce que Gaza leur propose-t-on une véritable négociation ou tout simplement des conditions qui sont imposées sous pression et sous le feu des coups? Est-ce que ces conventions et ces accords qui ne traitent absolument pas le conflit, elles ne traitent pas la question et le cœur de la question qui est le droit des Palestiniens et des populations à décider de leur destin? Qu'en est-il évidemment que peut-on faire sans changer ces accords-là? Comment peut-on changer les coalitions, les intérêts ou encore l'humeur tout simplement de l'administration américaine? De cette attaque véhémente, en passant par le génocide, en passant par les attaques ciblant la Cisjordanie et le Liban, ce cadre aujourd'hui n'est qu'un mécanisme modernisé et développé de suivisme, de colonialisme et d'oppression. Donc, comment réellement voit-on ces outils-là à travers les frontières? Qu'en est-il de nos avenirs et de nos futurs? Et ceci qui est intrinsèquement et organiquement lié à la question de la libération. Et partant de cela, cette rencontre est née, celle évidemment de la résistance, celle de la lutte pour la souveraineté au Liban et aux Palestine, résister à l'architecture de l'occupation. Et ceci est fait par le Forum pour les populations, le Forum international, pour le sommet international pour les populations. Et nous avons également Anouari Yassine, qui est un ancien prisonnier des prisons de l'entité sioniste. Donc, nous allons maintenant commencer avec M. Mikhail Oz, qui est chercheur et penseur politique, qui va nous parler de ce qui existe maintenant, de cette nouvelle ère. Cet accord, cette transaction, est-ce que c'est une transaction de la souveraineté contre la sécurité? Qu'en est-il des conditions qui sont imposées au Liban? Cet axe donc stratégique américano-israélien, comment vise-t-il à démanteler la résistance? Comment l'aide humanitaire est-elle utilisée pour la reconstruire? Comment est-elle utilisée comme levier pour réellement reconstruire et refaire toute l'architecture? Bonjour à tous, je vous remercie beaucoup pour cette rencontre. Cette rencontre, nous sommes réellement ravis de communiquer toujours avec vous. Il y a plusieurs plateformes qu'on utilise, comme par exemple TikTok. Vous pouvez nous suivre de manière directe pour Gaza et pour le Liban. Donc, c'est un débat interactif
Donc, nous avons découvert plusieurs choses chez nos jeunes de différentes régions. Nous avons vu qu'ils avaient des visions excellentes, des lectures magnifiques, évidemment, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, notre rendez-vous, est toujours le même parce que c'est une plateforme interactive à travers laquelle nous voulons créer ce débat entre les esprits pour connaître la réalité concrète telle qu'elle est. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Vers quoi nous orientons-nous? L'accord qui a été signé entre ce qu'on appelle l'autorité libanaise et Israël n'est pas du tout un accord. Ce n'est pas le résultat d'une négociation, ce n'est pas le reflet de cet équilibre des pouvoirs, pas du tout. C'est tout simplement, donc c'est un accord qui a été dicté par cette entité qui parle de cette attaque de l'exil, de cette guerre de l'exil, des attaques et de la violence afin de coloniser euh, et donc, nous voyons toutes les clauses de cet accord-là, fond et forme, afin de sécuriser la domination américaine sur le Liban, étant donné, en le considérant que l'objectif que Trump ait, le Liban est une région économique trumpiste et l'idée, c'est la dépeupler, de démanteler les populations, de détruire l'infrastructure et de passer à une occupation de cette région-là. Et ce qui confirme cela, c'est l'effort américain aujourd'hui que l'on voit et qui est celui d'aller vers un peu nous en connaissons évidemment l'importance historique de cette région et tout ceci ne fait que renforcer cette vision et ce changement que l'on va voir dans le monde. C'est réellement un changement radical qui vise tout simplement à continuer cette colonisation. Et ceci nécessite qu'il y ait un changement réel, un changement à 180 degrés, évidemment. Lorsque cet accord-là est dans le cadre d'un plan systémique, méthodique, bien étudié, afin réellement d'en finir avec la question palestinienne et de faire s'éloigner toute sa population tout ce qui concerne évidemment ce contexte-là. Ensuite à Liban pour essayer donc d'occuper Tripoli. À travers Erdogan, à travers les groupuscules islamistes aussi, ou ceux évidemment qui ne suivent que les ordres de l'État des États-Unis ou encore d'Israël, et surtout pour essayer de renouveler et de redessiner les voies du pétrole américain, et c'est ce qu'avait dit Thomas Barak, et c'est un véritable changement donc de passer d'une guerre après, quand on voit que les États-Unis et le monde anglo-saxon avaient perdu sa domination sur cette région-là, ils ne font aujourd'hui qu'essayer de reprendre ce pouvoir-là. Donc cette guerre, c'est la dernière des guerres. C'est une guerre qui, au sens historique du terme, selon aujourd'hui le contexte historique, c'est une guerre ouverte. C'est une guerre ouverte, évidemment, et peut-être que maintenant, nous allons passer à une étape ultime, finale, qui nécessite l'échec des deux clans ou d'un clan, donc l'échec des États-Unis et d'Israël, et ce dans toutes les étapes, tous les rounds. Aujourd'hui devient assez clair parce que lorsqu'on définit la guerre, c'est l'adversaire, évidemment, c'est l'ennemi. Si on essaye d'empêcher l'ennemi d'atteindre ses objectifs, c'est qu'on est quelque part en train de gagner la guerre. Et puis la victoire, c'est deux définitions, c'est empêcher l'ennemi d'arriver à ses fins. Et puis l'idée aussi, c'est d'imposer ses conditions, mais arriver à vos fins également. Moi, je pense jusque là, l'ennemi a été empêché d'atteindre donc ses objectifs parce que Gaza, avec
grandeur historique et légendaire aujourd'hui et et l'on paye fortement et fortement le prix. Au Liban également, la résistance est légendaire, tout comme celle des hommes de Gaza. Et nous voyons évidemment que pendant des journées, donc l'armée israélienne a essayé, euh, s'est quasiment effondrée, si ce n'était cet accord-là qui était venu et qui a fait une victoire, qui a créé cette victoire formelle pour Netanyahou. Et donc là, nous voyons également, donc c'est une restructuration. Cette défaillance ou bien cet effondrement de l'armée israélienne, c'est quelque chose, donc, et ceci a été dit deux fois. La première fois lors du Conseil des ministres israéliens, lorsqu'il y a eu cette explosion à la tête de tous, comment donc l'armée est fatiguée, comment elle est effondrée, comment les chefs d'armée ont envoyé à Netanyahou un message en lui disant, voilà, le temps est compté aujourd'hui, soit vous faites ce que vous pouvez, ou alors il est important de sécuriser notre retrait avant donc qu'il y ait des déserteurs ils avaient également dit à Ben Gvir qu'ils avaient 4 semaines maximum et c'est à la troisième semaine que cet accord a été signé et donc nous pensons que c'était quelque chose qui a été dicté par les États-Unis avec ces outils avec lesquels elle est venue donc au Liban afin d'imposer cet accord. Le deuxième point, il est très important qu'on y fasse attention, c'est que cette guerre, c'est une guerre de libération de la Palestine, de la rivière à la mer. Et donc, c'est parce que c'est tout simplement le résultat de la Première Guerre mondiale. Et cette légitimité, maintenant, n'existe plus. Elle n'est plus de circonstance. C'est une guerre des États-Unis afin d'essayer de restructurer la région selon ses propres règles, selon, tout comme Thomas Barak l'avait théorisé, tout simplement, ce sont différentes entités maintenant qui doivent être créées afin d'ouvrir la région de manière géographique, avant tout simplement de dissocier les régions selon distributions géographiques, tribales, ethniques et autres. Et il est mieux maintenant que ces identités-là reviennent à leurs identités fondatrices, ces tribus-là, plutôt ces populations-là, reviennent à leurs identités fondatrices. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est cette géographie utile. Et puis, plutôt, c'est le pétrole également vers la Méditerranée qui les intéresse le plus dans cette structuration de la géographie nouvelle. Donc, la guerre de la fin d'Israël dans la région et la sortie définitive des Anglo-Saxons, ce qu'on appelle l'Ouest, donc avec leurs différents outils, leurs différentes dénominations et appellations, en considérant que Netanyahou lui-même l'avait déclaré dès le premier jour suivant le 7 octobre en parlant de cette guerre comme une guerre existentielle, et parce que s'ils perdent, ils n'ont plus du tout de position ou bien de possibilité de présence dans la région. C'est quelque chose, évidemment, qui a attiré l'attention de toutes les écoles de guerre, de par l'histoire, mais également aujourd'hui, en certifiant qu'Israël et les États-Unis n'ont pas du tout atteint leurs objectifs, alors que les deux entités sont entrées dans différentes crises structurelles et compositionnelles avec différents indicateurs en Israël, mais également aux États-Unis, avec les sondages que l'on voit, avec également les les élections du milieu du terme ou bien de moyen terme, de moyen mandat. Et c'est ce qu'on appelle un effondrement également. Donc moi, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Je préfère l'interaction que la prise de parole directe. Et donc, cette guerre ne s'arrêtera pas avant le dernier round qui sera ultime dans cette guerre-là
par rapport à cette guerre, par rapport à son fondement même, sa naissance et la cause qui a réellement été la première braise quant au déclenchement de cette guerre qui est celle d'un droit national depuis donc plus de 78 ans aujourd'hui. Oui, et on voit tous les moyens, les outils, les propositions de solutions afin de régler cette cause-là. Et ceci n'a montré que la vérité historique. Et les solutions ne peuvent être que temporaires, mais la division n'en est pas une, évidemment. Et si c'est le génocide du peuple qui a droit, et ça peut être là une solution, ou alors qu'il y ait ces retours. Donc moi, personnellement, depuis 2021, j'avais écrit. Je l'avais dit sur différentes plateformes et espaces. J'avais dit que la guerre entre 2023, entre juillet 2023, il y aura un événement à Gaza qui va tout simplement affirmer et confirmer cette tempête qui va tout simplement ébranler et balayer tout ce qui l'a précédé et qui va imposer cette présence historique avec, avec tout ce qu'on peut voir à travers les temps et à travers la géographie. Dans l'évaluation de ce qui s'est passé, tout le monde est d'accord sur le fait que Israël et les États-Unis ont échoué à atteindre leurs objectifs escomptés ou bien déclarés. Et ils sont passés d'un plan A à un plan B, alors que le plan A était détruire l'Iran et le démanteler, et puis s'accaparer toutes les richesses iraniennes, comme l'avait dit Netanyahou et Trump, et puis également euh, tuer toute la résistance à Gaza et au Liban. Mais là, nous voyons que 3 années, près de 3 années après la guerre, ils ont échoué à atteindre ces objectifs-là. En contrepartie, dans la résistance et dans l'affrontement avec Gaza, avec l'Iran, avec le Liban, donc nous y avons vu les conditions objectives pour qu'il y ait une transition de l'axe des stratégies de la défense stratégique euh, aux stratégies de défense mobile vitale de ces attaques-là ou encore les attaques stratégiques avec ce que nous vivons maintenant, donc au sein du canal d'Hermouz, ce que nous voyons. Donc, nous penchons plutôt vers le fait de dire qu'Iran, avec son nouveau leadership, commence à mobiliser donc des millions de personnes qui ne dévient pas de la même opinion, donc ils disent tout simplement mort aux États-Unis, mort à Israël. Et nous avons vu toute la préparation et l'aptitude de ces forces, ces capacités. Donc certes, il y a un appui pakistanais, russe, coréen et chinois, étant donné que c'est là une guerre évidemment qui est très importante euh, et ceci ne fait que restructurer le monde dans son entièreté. Donc, et puis l'Iran, c'est une entité ancienne, historique, qui est forte d'une très longue civilisation, une autre compréhension donc de l'islam avec une lecture non traditionnelle et malgré les attaques létales et fatales qu'elle a reçues, elle s'était préparée, elle avait son plan, évidemment, elle a pu également surprendre donc la présence américaine. Elle a atteint quelques objectifs, véritables objectifs, et elle a réussi également donc hum, de sécuriser donc le canal d'Ormuz. Et ceci, évidemment, a changé toute la donne. Et aujourd'hui, c'est elle qui décide donc ce qui existe. Elle a réussi également à négocier, ou alors elle a imposé une nouvelle manière de négocier et de discuter, quelque chose qui est complètement inédit et nouveau dans les guerres que nous avons connues, donc avec les États-Unis et autres entités, parce qu'en général, les Arabes n'ont jamais réussi leur guerre, ne sont jamais sortis vainqueurs de leur guerre.
Et là, on voit que l'Iran a réellement donc tapé du pied et a dit Hormuz est pour nous et vous n'y aurez aucune intervention ni aucun impact. Et ceci, et Trump avait dit que nous allions redoubler d'attaques hier et aujourd'hui ils ont attaqué fortement. Mais il y a eu également d'autres surprises pour donc avec les attaques de certains actifs américains et ceci a créé de nouvelles données évidemment. Les États-Unis qui n'a pas réussi à défendre certains de ces biens, de ces actifs. Et donc nous voyons évidemment maintenant la négociation qui se fait avec le Pakistan et nous voyons que les négociations sont en train d'avancer et qu'ils sont en train tout simplement de quitter ces réponses aux États-Unis. Et nous voyons aussi qu'ils sortent de cette loyauté, disons, vers les États-Unis, cette soumission aussi. Il y a eu 20 000 également, les Émirats arabes unis avec l'Égypte et qui avaient demandé une série également d'avions de défense et de défense aérienne d'Égypte. Et ceci, évidemment, sans prendre en considération ce qu'ils disent sur l'Iran en lui demandant d'accepter leur infrastructure économique de ces attaques. Et en essayant évidemment tout simplement de garder leur pétrole et autres sans avoir de véritables points de force et de défense. Donc lorsque nous parlons le cessez-le-feu, qu'en est-il du cessez-le-feu? Dans la guerre des guerriers, ce sont des procédures militaires, guerrières, et une guerre comme que l'on connaît aujourd'hui, elle a des objectifs, elle a un coût, elle a également une surface, une superficie aussi. On voit tout simplement qu'elle fait face à toutes les sciences guerrières en disant que voilà, maintenant il y a une session finale qui va arrêter tout cela. Il y a un round final. Et nous sommes, je pense, arrivés à ce point ultime qui va réellement créer la différence. Et c'est ce qui a eu lieu donc avec la bataille de Moscou et puis Staline, la Première Guerre mondiale. Et le vainqueur est celui qui va avoir des points de force qui n'ont pas été utilisés et qui a des réserves, alors qu'Israël et les États-Unis ont tout fini au niveau de leurs points de force, de leurs éléments de force avec donc la guerre des 40 jours et celle des 12 jours, en plus de l'élément de surprise aussi. Euh, et même lorsque nous, et alors que l'Iran et son axe ont encore des forces de réserve tout de même. Et là, je parle du Yémen, je parle du Irak aussi, donc qui n'ont pas été encore activés avec la force et le pouvoir nécessaires pour donc, je pense que l'Iran maintenant est protégée contre toute possibilité donc de pénétration. Euh, Elle a les possibilités, les capacités, les entraînements nécessaires et je pense qu'elle pourrait être capable donc de surprendre tout le monde avec une guerre nucléaire en passant par l'Irak jusqu'au sultanat d'Oman. Tout ceci dit que les États-Unis et Israël sortiront de cette guerre non vainqueurs mais perdants. Et je pense qu'ils n'ont plus du tout de place, il n'y a plus de place du tout pour eux dans la région. Merci beaucoup. Pour cette très importante intervention et merci pour l'espoir parce que nous allons récupérer nos droits. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer avec Wissam Rafidi. C'est un détenu libéré, c'est un conférencier universitaire retraité, spécialiste des sciences sociales.
en Palestine en ce qui concerne la bande de Gaza, situation de stagnation. Quelle est la stratégie en fait de la ligne jaune, l'état des sociétés civiles et l'objectif de la guerre et aujourd'hui dans le cadre de la crise institutionnelle et le vide du pouvoir et également la situation de la Cisjordanie en ce qui concerne l'infiltration des régions et bien sûr le déplacement. À vous la parole, cher monsieur. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. J'aimerais commencer par parler du fond, en confirmant un point important, la nature du projet sioniste. C'est un projet d'occupation. Mikhail a mentionné plusieurs projets qui ont essayé de résoudre le conflit, mais n'ont pas réussi. Le 7 octobre a montré explicitement la nature du projet sioniste. C'est un projet d'occupation parce que le 7 octobre a dévoilé avec des déclaration explicite qu'il s'agit de annexer le peuple palestinien, c'est également dans les Nations Unies via la déclaration de Netanyahou et cela, bien sûr, nous mène à remarquer quels sont les changements qui pourraient avoir lieu au niveau des régimes révisionnistes arabes qui sont annexés à l'impérialisme. Ces régimes sentent qu'il y a une vraie menace de ce projet parce que ce projet, la Jordanie, la Syrie, en Irak et en Arabie saoudite, voilà, donc il s'agit d'un test historique, c'est un examen, mais la nature du projet sioniste, donc qui a été dévoilé par le 7 octobre, on parle du passage historique, donc à montrer la nature de ce projet. Voilà, cela nous mène à notre sujet. Donc, il est impossible de trouver donc une solution médium pour ce conflit. Donc, la pensée politique palestinienne depuis des décennies ont essayé de trouver ce genre de solution, mais c'est vrai que c'est faux parce que le projet sioniste était clair. C'est un donc ils veulent pas qu'il y ait donc un État palestinien, mais également un peuple palestinien. Par conséquent, donc parler d'État palestinien, c'est des rumeurs, c'est des poésies aujourd'hui dans la rue sioniste et avec les changements dans la pensée politique palestinienne, on donc déduit que la seule solution c'est la résistance. Donc comprendre cette nature pourrait nous mener à comprendre quelles sont les mesures et les procédures à entreprendre en Palestine. La bande d'Agaza résiste toujours. Voilà, il y avait des sacrifices en matière d'infrastructure de matière, mais 77% de la bande de Gaza est sous mise donc aux sionistes et la résistance sait très bien qu'il s'agit de cette situation. Voilà, il y avait également en fait la chute du régime syrien qui a impacté la situation. Voilà, donc la Syrie était comme une sorte de poumon. Il y a également d'autres problèmes. Il y a de poumons qui ont été frappés sérieusement et Dieu merci, la résistance et l'axe de la résistance était clair que Hezbollah donc a absorbé cette frappe, bien sûr à travers les assassinats contre Hassan Nasrallah et d'autres leaders militaires du parti. Voilà, donc Dieu merci que Hezbollah dans la dernière bataille a récupéré donc et bien sûr a engendré des exploits et des réussites au niveau du Liban. Monsieur Bril donc a mentionné cela en ce qui concerne la crise au niveau de l'armée israélienne et nous avons la possibilité de suivre les médias sionistes. L'armée israélienne donc a une crise sérieuse au niveau du sud de Liban. C'est la raison pour laquelle ils ont essayé de sauver Netanyahou de cette passe, ce qui se passe à Gaza, ne pas uniquement en fait la continuité du génocide avec mais il y a donc d'autres formes comme par exemple interdire de récupérer
ou le fonctionnement des hôpitaux, par exemple, également donc mettre les habitants dans une zone bien déterminée, par exemple, comme c'est le cas pour Rafah, mais l'essentiel, que l'objectif principal de l'attaque sioniste, en fait, n'a pas été réalisé et le déplacement du peuple palestinien n'a pas eu lieu. Nous nous rappelons tout quand a commencé le génocide, ça a été mentionné explicitement, c'est de déplacer, de pousser donc les Palestiniens à quitter le territoire et voilà. Le peuple a démenti cela à travers la résistance. C'est important de mentionner la position égyptienne et qatarienne parce que ça touche en fait la sûreté nationale de l'Égypte et de la Jordanie. Quand vous parlez en fait de la Cisjordanie et le déplacement des Palestiniens en Égypte, bien sûr, ça impacte la situation donc en Égypte et en Jordanie. Euh, il parfois c'est pas évident, mais ces changements devraient être mentionnés. Les plus importants, l'échec du projet sioniste a échoué, et je pense que le projet sioniste ne saura pas faire cela. Et par conséquent, il y a des accords qui ont été conclus avec la résistance qui indique qu'il y a des changements et avec la résistance libyenne, avec la Syrie, c'est un contrat ou un accord du possible, bien qu'il ne s'agisse pas d'un bon accord, mais c'est important pour la résistance et cela. Euh, voilà, donc a comme objectif de considérer Trump comme l'homme de la paix et de transformer la cause palestinienne d'un projet de libération nationale, libération de la Palestine, à un projet humanitaire qui fournit des services comme la santé et l'éducation. Voilà, donc le danger imminent et imminent, c'est grave ce qui se passe en Cisjordanie. Là, j'aimerais donc mentionner donc une fausse information propagée dans les médias politiques officiels ou autres formes de médias, de considérer le gouvernement actuel c'est un gouvernement en fait de l'extrême droite, comme s'il s'agit en fait qu'il y a donc une droite qui n'est pas extrême, comme si il y a donc un parti de gauche. Ce n'est pas vrai, comme si le problème c'est avec la concurrence ou donc un obstacle psychologique avec les Israéliens, ce n'est pas le cas si on parle de conflit entre les Arabes et Israël. Donc, les sionistes sont conscients de leurs actes et les sondages montrent que la majorité écrasante de la communauté occupative sont conscientes par conséquent toute illusion en ce qui concerne la présence en fait de différence entre la gauche et la droite israélienne donc est fausse. Voilà, ça pourrait être également en fait un fruit de tensions malsaines, cela donc a été démontré depuis 70 ans du conflit. Il n'y a pas en fait de solution. Ce sont des solutions sous forme qui ne sont pas tranchantes et bien sûr ça peut développer la présence israélienne en Palestine. Et voilà, c'est pareil également ce qui se passe au Liban parce qu'il y a en fait des génocides. Ce qui se passe en fait dans la Cisjordanie, en fait, c'est une condensation de l'occupation, notamment dans les zones qui sont proches des entités de l'occupation. Voilà, comme Nour Shams ou Tulkarm, également le déplacement des habitants palestiniens et les éloignés des villes sionistes. Voilà, c'est d'après Smotrich, donc le ministre israélien, les Palestiniens en fait n'ont pas le choix. Ils ont la possibilité de mourir ou de quitter les territoires palestiniens. Donc en fait le plan est clair et c'est pas nouveau, c'est un plan qui s'est condensé et c'est une partie intégrante en fait des projets sionistes, même dans lequel des anciens gouvernements sont classés des gouvernements de gauche. Donc il y avait de l'occupation après Oslo également. Le représentant de la gauche donc à continuer ce travail d'occupation à 300%. Par conséquent, il n'y a pas de différence entre donc la droite et la gauche. Il n'y a pas de différence en ce qui concerne le comportement. Il y a cette
arrogance également, ce qui concerne les déclarations et les condamnations en fait du comportement d'occupation de terrain, mais la réalité, aujourd'hui, chaque comportement sioniste, voilà, je suis sûr que ce comportement ne va pas réussir à s'imposer parce qu'en fait, le peuple palestinien n'a pas que sa patrie. Voilà, donc il y avait l'expérience de 48 et 67. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est difficile d'accepter ce genre de situation. Même en fait, les journées en fait qui ont refusé le passage des Palestiniens. Voilà, c'était en réponse aux déclarations de Smotrich. Donc, ils ont refusé en fait d'ouvrir le passage. Voilà, ce projet est voué à l'échec. Voilà, il y a la question, donc tout simplement aujourd'hui, comment peut-on battre ce projet à la bande de Gaza et ce genre de ça, bien sûr, donc demande l'unité du peuple palestinien. En fait, tous les Palestiniens sont ciblés, en fait, même la droite palestinienne et le chef du gouvernement et l'organisation de l'émancipation. En fait, il faut s'unifier. Donc, par conséquent, même le chef de l'État palestinien a intérêt à appuyer la résistance. On parle de la résistance effective pour l'unité nationale, mais je suis convaincu que cela est le défi et voilà et il faut qu'il y ait un horizon d'unification du peuple palestinien. Et la question qui se pose, il faut avoir l'unité avec qui. Il y a des contradictions, même si on parle de l'unité, en fait, il y a des orientations politiques contradictoires. Et sur le terrain, il y a en fait la résistance palestinienne. De l'autre côté, il y a des défis liés donc au changement du gouvernement de Netanyahou, bien sûr, pour relancer la négociation et ainsi de suite. Il faut donc savoir avec qui se supplier. Et par conséquent, je pense actuellement que l'administration américaine et les sionistes, ils ont essayé en fait de supprimer tout ce qui est en relation avec l'identité palestinienne et pour la remplacer avec des comités administratifs basés sur les préoccupations sociales. Et ce qui suscite donc l'intérêt au sein de l'organisation de libération, ils ont l'ambition de reformer la réalité. Donc, il s'agit d'une demande américaine et sioniste. Ils ont commencé en fait des procédures dans les élections municipales quand ils ont mis en fait des conditions liées donc à la candidature, donc qui doivent accepter bien sûr certaines conditions pour lesquelles il y a exclusion de certains partis prenantes politiques et certaines petites forces. Ils ont commencé à rompre, ils ont refusé de payer les salaires des familles et des prisonniers. Voilà, c'est l'ordre des Américains quand on parlait en fait de salaire de blessés et martyrs. Voilà, ce sont les conditions qui ont été mises en place par les Américains. Et voilà, par conséquent, chaque procédure donc, c'est une réponse aux appels américains. Voilà, donc l'idée, c'est de reconstruire le mouvement de la résistance palestinienne, reconsidérer le pacte national palestinien, et bien sûr pour la libération de la Palestine. Donc, il faut fonder l'organisation sur des bases démocratiques à travers des élections du Conseil national et les autres institutions afférentes. Par conséquent, donc l'horizon est donc, il y a une sorte d'impasse quand on parle d'unité nationale dans le sens classique du terme, quand on parle d'unité de toutes les forces. Donc il faut qu'il y ait donc une nouvelle pensée politique, c'est l'unité des résistants palestiniens. C'est donc imposer la question par les racines, mais parler de la légitimité palestinienne, donc c'est devient insensé dans ce contexte-là. Voilà, c'est d'une légitimité handicapée, incapable en tant qu'institution, en tant qu'opposition et dans certains cas. Donc,
cette autorité palestinienne donc a exprimé explicitement son hostilité contre la résistance palestinienne, que ce soit donc à la bande de Gaza ou la Cisjordanie. Il y a une sorte de justification de l'homicide qui a eu lieu dans le territoire palestinien. Donc, qu'il y ait donc une pensée politique palestinienne doit chercher des alternatives pour une nouvelle autorité palestinienne, un niveau basé sur la réconsidération de la pensée politique nationale classique basée sur le pacte national palestinien pour la libération de la Palestine et l'adoption de l'approche de la résistance. Et voilà, donc c'est pas facile, il y a des calculs. Là, on parle de reconnaissance arabe populaire et jusqu'à maintenant, cette autorité palestinienne a une base populaire, bien sûr, grâce donc à cette approche de clientélisme. Voilà, il y a des intérêts, euh, voilà, et également donc la position de cette autorité au niveau arabe, mais il faut réfléchir à des alternatives parce que c'était avéré que il faut unifier et ce qui vaut cette direction est en train de répandre aux ordres sous le slogan de la réforme, comme les élections de conseil législatif. Il est attendu, bien sûr, que ce soit soumis à des conditions bien précises et plus importantes dans ce sujet. C'est pas les élections en tant que telles. Voilà, il y a une demande en ce qui concerne la reconstruction des institutions de l'organisation de libération soit basée sur des bases démocratiques. Il ne s'agit pas d'urne uniquement. La démocratie dans la phase d'émancipation, c'est une position politique nationale résistante. Il faut baser les institutions sur des bases démocratiques résistantes. On ne parle pas uniquement d'urne. C'est la nécessité qu'il y ait donc un consensus national, un nouveau programme politique qui sera à la base des élections, mais non pas une régénération des mêmes outputs comme le Congrès de mouvement Fatah. C'est un mouvement en fait qui a quitté en fait la position de résistant national. C'est devenu en fait une entité ou une organisation de gestion des affaires palestiniennes. Il s'agit juste en fait d'une fonction qui est mentionnée dans les textes juridiques. Donc pour finir, faire face donc au projet sioniste dans la Cisjordanie et dans la bande de Gaza, pour faire face donc à ce projet, il faut euh, parler de génocide. Voilà, donc nous sommes parlé de génocide contre les citoyens, les institutions, de l'environnement de façon générale. Voilà, dans la sociologie, on parle en fait de génocide, mais là on parle de génocide contre les institutions, les communautés, les espaces. Voilà, le comportement en fait des occupants dans la Cisjordanie en arrachant les eaux liquides. Voilà, donc c'est notre forme en fait de génocide contre l'environnement agricole. Par conséquent, je pense ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza et la Cisjordanie sous forme de génocide et nécessite qu'il y ait reconstruction de l'institution palestinienne en tant qu'institution résistante de libération nationale pour libérer toute la Palestine et par conséquent sortir des tabous classiques qui a dominé en fait la pensée politique nationale. Il y a trois tabous entre parenthèses. Euh, la, le premier tabou, c'est l'unité nationale. Et il faut parler en fait de l'unité de qui, avec qui, le résistant, avec le coordinateur, avec les autorités palestiniennes. Deuxième, en fait, l'État palestinien indépendant, basé sur la reconnaissance des projets sionistes. Voilà, c'est ce qui est imposé réellement. Le troisième tabou, c'est l'organisation de libération, parce qu'il est représentant légitime des
c'est un acquis de la révolution palestinienne dans les années 70 et 80. Mais où est cette organisation au niveau du peuple palestinien? Et je dis cela avec confiance. Voilà, donc il n'y a pas de présence ou d'influence ou d'impact sur le peuple palestinien. Je parle en fait de la constitution quotidienne du peuple palestinien. Voilà, donc ce sont des institutions décortiquées qui n'ont pas d'impact. Et il y avait euh, quelqu'un en fait de comité exécutif qui a parlé de cela. Voilà, donc il a posé la question en ce qui concerne la présence des institutions. On lui a répondu qu'il n'y a pas des institutions. On parle en fait du point de vue pratique dans le quotidien des Palestiniens. Euh, voilà, je pense que ce qui se passe. Merci. Merci pour cette intervention, les détails, les informations importantes et salutations pour le peuple palestinien. Bien qu'il y ait donc un embargo, euh, Espoir de pouvoir reconstruire donc la Palestine sur de nouvelles bases. Mais j'avais oublié, donc nous avions passé ensemble près d'une année ensemble à Ascalon avec Anwar. Bonjour à tous, bonjour Yana, bonjour à toutes les personnes. Donc nous allons ensuite passer à notre camarade Anwar qui va nous parler de la réalité des prisonniers donc à l'intérieur donc des prisons et comment réellement peut-on réactiver cette sensibilisation avec eux, comment réellement donc pouvoir documenter ce qui se passe avec cette guerre que l'on voit aujourd'hui. Euh, et ce, donc nous avons avec nous donc bonjour, bonjour Yana, bonjour à toutes les personnes qui sont avec nous. Bonjour à notre ami docteur Zenzeni qui est avec nous, Monsieur Wissem Rafid évidemment qui a été donc avec moi mon compagnon de cellule, pardon. Et puis permettez-moi tout d'abord d'affirmer que la bataille avec l'ennemi sioniste prend des titres différents parfois. Il a ce caractère multiple aussi. Et parmi donc les titres que l'on donne à cette bataille-là, c'est le mouvement des prisonniers, des personnes incarcérées. Et ceci est également une des formes de résistance palestinienne, de la population palestinienne, de l'intérieur même des pays et des terres occupées. Et c'est pour cela que nos prisonniers aujourd'hui sont réellement dans cette bataille étroite, vivante, avec un plan très fort criminel afin de tuer cet esprit qui a toujours été lumineux et qui a toujours brillé de patience, de résistance et de résilience. euh, et de transmission de cette volonté à la population. Et aujourd'hui, l'entité essaie de dominer cet esprit-là, essaie d'étouffer ce souffle-là de la résistance. La Palestine ne cesse de donner des martyrs et des sacrifices. Et la Palestine a toujours évidemment alimenté ces prisons-là avec davantage de héros, de résistants, de militants, de martyrs vivants. Et donc la présence de ce mouvement national prisonnier à l'intérieur des prisons israéliennes et sionistes ne s'est jamais arrêtée depuis la première venue donc d'Israël sur les terres palestiniennes et jamais, jamais ce pouvoir ou bien ce feu-là n'a pu être éteint. Ce feu et cet esprit de la résistance, du droit de s'accrocher au droit même palestinien, c'est également un levain ici afin de faire monter cette volonté du peuple, afin également cette volonté que l'on a essayé d'isoler de sa dimension militantiste en disant que ce sont là des causes qui ne sont pas de la volonté du peuple palestinien.
comme si le peuple palestinien venait de nulle part. C'est comme si le peuple palestinien ne pouvait être la pépinière de cette cause. Mais les hommes et les femmes libres de la résistance arabe ont pu continuer. C'est l'axe même de la résistance qui confirme que la cause palestinienne est une cause centrale pour toute la Oumma arabe. C'est la cause de tous les Arabes qui ont connu cette migration forcée, le génocide, les tueries et les massacres sionistes et autant de choses évidemment qui ne veulent qu'enlever, que supprimer, qu'annihiler l'existence même de cette population. Cette, euh, c'est une volonté aujourd'hui que l'on voit qui est enracinée de manière impérialiste afin d'annihiler la présence palestinienne sur terre. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une sorte d'euphorie quelque part. On est en train de recouvrer notre présence ou bien la force de la cause palestinienne grâce à la force des résistants palestiniens. C'est véritablement là un développement réel, véritable dans la voie et le processus des peuples palestiniens. C'est également la clé qui a su comment entrer dans la serrure même qui permettrait de déverrouiller la question palestinienne à travers les défis, à travers le fait de dépasser tous les obstacles, de dépasser cette mentalité sioniste qui disait que l'esprit arabe et militant ne pouvait dépasser son arsenal, ne pouvait tout simplement aller au-delà de ses forces de défense technologiques, d'armes de guerre, etc. Et l'ennemi sioniste a essayé, après avoir eu cette grande gifle, il a essayé donc de créer il a créé de nouveaux militants innovants, créatifs, développés. C'est une hydre qui est née de cette résistance-là et qui ne cesse de continuer. Les prisonniers sont évidemment une partie intégrante de cette bataille, de cette lutte. Peut-être que la pression n'a jamais été aussi forte dans les prisons et les cellules sionistes que que ces années-là, parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une administration criminelle qui a toujours été appuyée et qu'il est toujours d'ailleurs appuyée par cet esprit colonial criminel qui se rapproche davantage d'un esprit nazi et criminel. Et dans le cadre de cette attaque armée contre Gaza, contre la Cisjordanie, contre le Liban, contre l'Iran et contre le Yémen, au sein donc de cette criminalité finalement, de cette extension et diffusion du conflit armé, les les auteurs et les gardiens de prison, les administratifs de la des prisons n'ont jamais été aussi sauvages, n'ont jamais été aussi barbares qu'en ces temps-là avec les prisonniers palestiniens. Et ce, en l'absence évidemment de toute couverture, mais également de tout cadre administratif ou international ou autre parce que tout d'abord, ils se sont toujours présentés comme un pays démocratique, civilisé, qui ne fait que défendre les droits de l'homme, qui respecte le droit international, qui a une politique qui est parfaitement réglementaire et réglementée. Mais nous voyons évidemment que la volonté palestinienne a toujours résisté et que nous voyons nous les voyons sous leur vrai visage et c'est ainsi que l'on voit leur barbarie continuer aujourd'hui. Ils ont commencé avec beaucoup d'audace à cette guerre-là et ne font que montrer leur visage et leur véritable visage et ceci montre la fin de ce projet sioniste. C'est parce que c'est ce visage-là avec lequel ils cachaient donc leurs crimes et qu'ils montraient comme un visage civilisé, humain et humanitaire et puis démocratique dans une région qui vit beaucoup d'extrémisme, qui vit du racisme, un racisme parfois également religieux. On a vu aujourd'hui, et le monde a vu aujourd'hui à travers les réseaux sociaux,
Et ceci a été d'un grand intérêt pour la cause palestinienne, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de cacher ces crimes-là, ces crimes qui sont fait par donc l'entité sioniste et qui touche les femmes, les hommes, les personnes âgées et autres. Cette image a été transmise aux populations libres du monde qui étaient auparavant les prisonniers ou bien les otages des médias occidentaux et qui nous montraient donc que cet ennemi sioniste est un visage amical, démocratique, qui ne fait que défendre et se défendre et qui a toujours appelé donc son armée une armée de défense et non pas d'attaque. Et aujourd'hui, je pense que le monde libre, que le monde qui voyait cette entité comme quelqu'un, comme un néant droit, comme quelqu'un qui a un message civilisé, humain et humanitaire, le monde libre le voit aujourd'hui comme un fléau, tout comme nous l'avons fait depuis toujours. Donc nous, les ayants droit en Palestine, donc je pense que cette connaissance et ce savoir a été transmis à des espaces plus larges au niveau mondial. Et c'est finalement ça, connaître ce projet-là, qui est devenu la propriété d'un grand pan de la population. Cela deviendra évidemment le caniveau de la résistance aujourd'hui au niveau de leurs institutions qui n'a jamais cherché que ses propres intérêts, et qui a été donc qui a toujours, afin tout simplement d'en faire profiter ses intérêts et d'arriver à ses propres avantages. Donc aujourd'hui, c'est réellement une occasion afin d'élaborer à ce nouveau projet aux côtés de la population palestinienne. C'est quelque chose, c'est un projet de libération, non pas seulement de l'entité sioniste, mais de toutes les forces toutes les forces de la colonisation et d'oppression que l'on voit aujourd'hui et qui, celles qui sont utilisées après la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, on change ça et c'est sous l'égide et l'aile des États-Unis que et on voit finalement que c'est quelque chose qui est finalement commercial. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est de l'intérêt des populations de la région, des libres de la région, de chercher des outils, des moyens pour pouvoir unifier le rang dans la résistance parce que l'intérêt est commun finalement. Et c'est quelque chose qui permet d'aller vers des idées qui sont légitimes. Que l'on a vu donc à travers, que l'on a vu avec les héros de la résistance au Liban, en Palestine, c'est quelque chose qui va donc forcer euh, et c'est quelque chose qui montre toutes les déviances et toute la barbarie et l'horreur donc des attaques sionistes et américaines. Cela va tout simplement dévoiler aussi ce côté barbare des autres forces économiques et impérialistes qui n'ont toujours été qu'au service de cette force impérialiste capitaliste. Donc, il est très important évidemment qu'il y ait que l'on puisse réellement travailler parce on ne peut pas être libéré et que ceux qui dirigent ces populations et ces têtes restent des régimes traîtres qui ne travaillent que pour des intérêts propres et limités et restreints. C'est comme si on était tout simplement en train de, et l'expression dit que l'on remplit avec une, qu'on est en train de nettoyer la mer finalement, parce que c'est des régimes qui ne font que tuer ces forces-là de résistance. On revient à la question des prisonniers et là,
J'insiste et j'affirme que ce sont là une partie donc du conflit, de la bataille, de la résistance face à l'entité sioniste et à l'occupation sioniste et qu'ils sont toujours présents dans l'unification de nos rangs. Nous avons vu dans le mouvement des incarcérés après l'accord d'Oslo, les terribles et les maudites, parce que c'est ce qui a amené à la division de la Palestine, c'est ce qui a réellement affaibli la Palestine et la résistance palestinienne. Et parce qu'on avait cru à l'époque que l'ennemi sioniste voulait réellement trouver une solution de manière équitable et juste, voulait réellement trouver cette solution historique, celle des deux pays, des deux États pour les deux populations, mais l'entité coloniale d'oppression qui a toujours été, n'a pas accepté ce qui avait été posé comme rêve finalement, comme utopie pour la Palestine. Et donc, le projet de libération palestinien a connu alors une défaillance énorme parce qu'une grande partie révolutionnaire avait alors pris le choix d'aller à contre-courant de cet accord-là. Elle avait pris, pas à contre-courant de l'accord, mais avait plutôt accepté de négocier pour arriver à une coordination sécuritaire pour avoir cette autorité qui n'est pas moins dangereuse que ce qui était fait auparavant donc au sud, et ce à travers une coordination sécuritaire en tuant la culture même de la résistance et des résistants et en généralisant la présence de l'oppresseur et tuer donc le résistant palestinien et essayer de se conformer à la volonté de l'occupant tout simplement. Et donc toujours, nous disons toujours que cette politique qui a divisé la rue palestinienne, qui a divisé la population palestinienne, a eu un impact énorme sur la structure même de la résistance palestinienne aujourd'hui. Et nous voyons que les autorités carcérales qui avaient dit à ceux qui avaient accepté les accords d'Oslo qu'il était possible que revendiquer la libération des prisonniers victimes de l'oppression qui sont finalement les héros de la résistance ce ne sont pas eux le principal objectif, mais que l'objectif principal des accords d'Oslo serait autre, serait différent. Donc on leur a fait croire qu'il était possible d'améliorer les conditions d'incarcération des prisonniers palestiniens, ceux qui accepteraient l'accord d'Oslo, qu'ils auraient une meilleure vie à l'intérieur de la prison à travers des visites, par exemple, à travers de meilleurs vêtements, une meilleure nourriture, etc. Mais ceci n'était faux, évidemment, ceci était fallacieux, c'était une tromperie énorme. Et c'est parce que il y avait aussi d'autres qui croyaient encore à la résistance armée, qu'il n'était pas possible d'accepter cette exploitation-là, de donner cet espace-là pour faire entrer des choses, par exemple, les visites n'étaient plus possibles, des choses, parce que cela permettait réellement cela menaçait l'entité sioniste. Et c'est quelque chose qui a renforcé la division, malheureusement, dans la rue palestinienne. Et on a vu euh, que dans la rue, le mouvement des prisonniers a repris son droit et ceci a fait échouer le plan de l'ennemi qui était un combat à l'intérieur des prisons et à l'extérieur des prisons parce qu'il y avait un complot, il y avait cette initiative qu'on a appelée l'initiative du mouvement de libération et ce en unifiant donc les rangs et comme l'a dit Dr Wissem, unifier les rangs ne se fait qu'à travers un projet national de libération, un projet de résistance. Et pas une simple unité ou bien union nationale qui va conforter le travail de la coordination sécuritaire et les résistants. Ceci est impossible parce qu'il y a eu tromperie, également il y a tricherie. On essaye de vider le contenu même du projet de libération. On essaye de n'en garder que le titre, que la forme. Et l'idée, c'est d'insister également sur ces appellations tout en les vidant complètement de leur contenu. Ce contenu
dont beaucoup des enfants de la population palestinienne croient, auxquels ils croient réellement. Cette idéologie, loin de toute idéologie politique ou religieuse, c'est la résistance, c'est une culture qui était globale, qui a regroupé toute la population palestinienne. euh, et donc, on voit ce retrait-là intellectuel, bien, et on voit d'autres forces aujourd'hui. Donc, la culture de la résistance est une culture que l'on voit à l'intérieur donc des peuples palestiniens arabes, mais qui a toujours été déformée, qui a toujours été poignardé dans le dos par d'autres régimes politiques trompeurs, fallacieux, traîtres également, qui étaient à la botte des régimes capitalistes et impérialistes et qui essayent de faire dévier le processus de la résistance de sa véritable voie. Et c'est quelque chose qui ne faisait qu'augmenter le coût même de cette libération, de cette étape de libération mais la population palestinienne, les libres de cette nation, est tout simplement la présence même des prisonniers, des milliers de prisonniers aujourd'hui dans les prisons israéliennes, montre que c'est une existence de résistance qui est là-bas. On parle aujourd'hui de 10 000 et de plus parfois de prisonniers avec plusieurs autres prisonniers libanais, d'autres personnes disparues. Et donc ce mouvement des prisonniers n'est que l'expression du fait de l'échec de cet ennemi sioniste. Et nous savons tous que pour le défi aujourd'hui, le défi est celui de la résistance. Et c'est l'élément principal qui nous permette de faire payer à l'ennemi le prix le plus cher. Rester aux côtés des prisonniers est quelque chose qui est très important parce qu'il est important de garder ce tissu ferme, d'avoir les rangs serrés et de continuer la communication avec les familles des prisonniers. On a plus de 150 000 enfants de moins de 16 ans qui se trouvent aujourd'hui dans les prisons. Ils ont besoin de correspondance, ils ont besoin de communication parce qu'ils sont ciblés, fortement ciblés par un dommage corporel, un dommage physique et mental également par les autorités et l'administration des prisons et avec cette mentalité de criminel, de Gvir. Et à travers quand je parle de communication, à travers peut-être les institutions humanitaires, la Croix-Rouge, la visite des avocats aussi, je ne sais pas. Peut-être transmettre tout simplement les salutations des autres, leur dire que voilà, il y a cette communication qui reste là à travers différents moyens. C'est quelque chose qui peut renforcer le mental des prisonniers sur place et nous savons à quel point il est très important que cette communication puisse perdurer avec le monde parce que parfois il y a des gens qui écoutent et qui entendent nos gémissements à travers les bruits, à travers les barbelés, à travers les cris et qui écoutent ce défi et cette résistance et c'est ainsi que l'on pourra réellement renforcer et appuyer cette volonté, cette résistance jusqu'à ce que cette bataille puisse se voir finalisée. C'est cette bataille d'une véritable résistance concrète sur le terrain, renforcer cette mentalité et cette culture de l'affrontement et de la durabilité, de la résilience et peut-être dépasser cette réalité triste arabe et ça serait peut-être là un levain qui permettrait de faire monter davantage de force contre ce projectionniste colonialiste israélien et réélaborer les projets même de libération et de changement au niveau de la région arabe, au niveau des libres de la région arabe, en,
à travers cette bataille des nations contre donc les pays barbares, les pays criminels, le pays américain criminel libéral, et puis continuer également et lutter aussi contre ces régimes qui ont fait faux bond aux intérêts de leur population et qui se sont jetés dans les bras d'Epstein et des amis d'Epstein. Donc, merci beaucoup, Yana. Merci à toutes les personnes qui sont présentes. J'espère que notre cri pour appuyer nos prisonniers puisse avoir écho et que l'on puisse continuer. Il y a également cette possibilité de discuter, de communiquer avec la Croix-Rouge pour leur donner les adresses des prisons, peut-être aussi les institutions palestiniennes ou encore libanaises qui ont les adresses, les contacts de ces personnes incarcérées afin de communiquer avec elles, afin de leur dire que nous sommes ici, afin de leur transmettre donc toute la solidarité qui vient de l'extérieur. Merci beaucoup, Yana. Donc, c'est quelque chose qui refuse donc arrêter tout pour qu'il y ait des véritables États qui puissent continuer. Et là, on voit évidemment donc c'est notre sommet qui montre le droit de réellement aller vers casser cette isolation, cet isolement qui est imposé et passer à ce qui est politique. Merci beaucoup. Monsieur Awad a dû partir. Vous pouvez évidemment réagir. D'abord, j'aimerais confirmer ce qu'a dit le camarade Anouar. J'ai vécu pendant la fin des années 90. On était 11 personnes euh, jugées de 4 à 5 ans de prison. Nos camarades des organisations, ils ont organisé une campagne internationale qui a touché l'Europe, l'Amérique et dans les pays arabes. C'était très impactant et à cette époque, cette détention administrative de 4 à 5 ans et cela bien sûr donc impacté notre libération. Voilà, il faut qu'il y ait des campagnes de solidarité qui ont un impact bien que bien sûr il y a la barbarie des procédures israéliennes. Deuxième point, la Croix-Rouge aujourd'hui lui ont permis de contacter l'administration pénitentiaire, mais pas les prisonniers. Le prétexte des sionistes disait que tant que les prisonniers, les détenus chez Hamas ne sont pas contactés par la Croix-Rouge, on leur permettra de accéder aux prisonniers palestiniens. Jusqu'à maintenant, la Croix-Rouge est interdite d'y accéder. Il y a des discussions et je ne suis pas certain de l'exactitude en guise de préparation de l'accès de la Croix-Rouge aux prisons. Des administrations
commence à tuer l'oppression quotidienne des prisonniers et à tuer bien sûr les mesures berbères contre les prisonniers par rapport à leur repas, les douches. Donc voilà, donc il y a des discussions, mais actuellement, ce n'est pas confirmé. Il faut vérifier si il s'agit des discussions sérieuses ou non. D'autres autres points dans toutes les discussions autour de la Palestine, l'Iran et toute la région arabe. Il y a un projet sioniste pour dominer la région arabe et ce projet nécessite qu'il y ait donc un axe de résistance. Deuxièmement, en fait, la nature des projets sionistes occupatifs, voilà, et il faut qu'il soit considéré comme conflit existentiel. Voilà, c'est une question historique. C'est l'histoire qui va en décider pour les peuples opprimés. Merci Yala pour tous les participants. Merci pour cette intervention. Camarade Anouar, si vous avez un mot de clôture, j'aimerais confirmer ce projet sioniste et colonial dans la région et sont des derniers moments. Voilà, les choses ne sont pas stagnées. Il ne s'agit pas en fait de jours, de mois ou d'années. Là, on est en train de parler donc un échec à tuer ou à omettre l'esprit de la résistance en Palestine, au Liban. Voilà, donc il y a une conscience accrue de ce projet colonial. Cela confirme que le colon ont échoué à omettre cette volonté. Et nous parlons de la volonté de résistance. Voilà, c'est confirmé bien sûr par la présence des milliers de prisonniers et également des cascades de son résistant qui fait face à cette force coloniale. Bien sûr, cela confirme que là, il y a des régimes qui sont en trahi la cause qui ont été annexées à ce projet colonial. C'est la raison pour laquelle nous confirmons qu'il faut bien lire que la volonté des peuples qui sont libérés est nécessaire. Il faut également se préparer à un projet qui réunit l'émancipation nationale et politique interne. Voilà, donc la culture de la résistance doit être omniprésente pour appuyer ce projet. Il faut qu'il y ait donc un régime ou un système global sur le plan local, régional et international pour faire face à ce système colonial révisionniste. C'est la raison pour laquelle ce conflit, c'est un conflit qui vise à séparer, à diviser les axes de résistance pour affaiblir son impact, mais de notre côté, il faut se préparer avec une conscience progressiste, il faut être conscient de ces systèmes racistes, il faut s'organiser pour faire face à ce projet. Voilà, il s'agit d'une cause de l'humain dans le cadre de ce projet progressiste et humain. Merci Anouar. Merci pour ces interventions. En réalité, la campagne de solidarité est obligatoire par le sommet des peuples pour appuyer les prisonniers, pour changer les choses. Voilà, il y a des personnes qui essaient de faire face à cet ennemi qui souhaite opprimer et omettre la volonté du peuple palestinien, mais ça ne sera pas le cas. Donc il faut la solidarité pour faire face à cela. Et merci, sauf s'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir suite à ces interventions. Voilà, merci pour avoir assisté à cette conférence. Merci, Anna. Merci à toutes et à tous. Et salut tous les camarades. Merci pour ces interventions. Et passez le bonjour à la famille. Merci. Au revoir.